Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer par rajouter deux traits qui me tiennent à cœur, mettre en place la ressource ID. Dans un second temps, rajouter le createIDate et le updateIDate qui vont nous permettre de pouvoir savoir à quel moment ça a été créé et quand est-ce que ça a été updaté pour la dernière fois. Donc sans plus attendre, commençons. Ici, on va avoir la création de notre ressource ID, namespace app entity, trait. Alors, on va prendre le district declare strict type qu'on rajoute ici. Ici, on va avoir notre time stampable. Hop, nous changeons juste son nom. Hop, on arrive ici. Donc là, ce qu'on va faire, un beau vieux copier-coller. Plus, on va le supprimer d'ici. Plus en get ID. Le gros intérêt, c'est que ici on va pouvoir factoriser le code qui devient redondant entre les entités. Et ici on va faire pareil. Sauf que là on va commencer à faire le use. Voilà, il le trouve automatiquement. Et on va retirer ici le getID. On n'a plus notre getID. Petit copier et un petit coller ici. Ça me semble parfait. Donc on va faire un petit coup de bin console make migrations. Ici on voit qu'il n'y a pas eu de modification, donc notre trait n'a pas eu d'impact sur notre structure de base de données. On va faire pareil avec le timestampable. On va créer nos deux attributs, updateIDate et createIDate. Alors, private datetime interface created at. Oui, j'ai pas un super accent, vous m'excuserez, je fais au mieux. Premier, je vais essayer de m'améliorer. On va faire pareil pour l'updateIDate, sauf que ici on sait que l'updateIDate ne sera pas initialisé dès le début de l'insertion dans notre base de données. Donc ici updated at. On va avoir ici notre annotation ORM column. Ici on va mettre type égale datetime. Voilà, voilà. Et on fait un petit copier-coller. Et ici on sait que il est nullable égale true. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la bonne vieille méthode generate les deux fluent setters. Et ici on a tout ce qu'il nous faut. Donc on va enlever le PHP code. Je vais trouver le moyen de pouvoir le faire automatiquement à la génération. Hop. Ici, le getUpdateIDate, il peut être nul. Et on le set à nul dès le début. Le createIDate, on n'en a pas besoin, puisqu'il va être
rajouter dans le constructeur de chaque objet, en l'occurrence user et article. Donc on va faire un petit use et un deuxième use. Ici, au niveau du constructeur, on va faire un petit createDate égale new datetime immutable. On va faire un beau vieux copier-coller. Pas besoin de la collection. Ça ne fait pas partie de notre objet. Et ici, on est plutôt bien. Nous allons rejouer notre fameuse migration. Ici, on a un nouveau fichier. Nouvelle version de migration. Donc on a le createDate, on a l'updateDate. On n'a pas l'ID. Donc effectivement, ça conforte l'idée que ça n'a pas eu d'impact sur notre structure. On a le fameux rollback pour revenir en arrière, enlever le createDate et l'updateDate. Tout simplement. Et nous allons jouer notre fameuse commande, donc doctrine migrations migrate. On accepte, c'est ajouté. Que demander de plus? Alors, prochaine step, on va commencer à parler de versionning de notre code. Effectivement, ça intervient un peu plus tard. Normalement, on devrait faire plusieurs commits. Premier commit qu'on aurait dû faire, c'était toute la partie installation, donc avec le JSON, avec le package, le composer.json, je vais y arriver. Ensuite, la création des entités. On va faire un git init. Donc là, on vient d'initialiser notre dépôt Git en local. Il faut pouvoir l'attacher à notre repository distant. Donc je vous invite à créer votre repository soit sur GitLab, soit sur Bitbucket, soit sur GitHub. Ça fonctionne de la même façon. Alors, git remote add origin git @gitlab.com .benopen et le nom de mon repository formation-miniblog.git formation-miniblog.git. On est bon. Ici, si je fais un git status, on voit l'arborescence de notre projet. On a bien évidemment tous les répertoires nécessaires, sauf var contenant le répertoire cache et log, et notre répertoire vendor qui lui ne doit pas être versionné. Et donc on a un gitignore ici. Si on fait un cat.gitignore, on voit bien ici donc notre vendor, notre var. Ici on va faire un git add point. Alors pour fluidifier notre vidéo et aller à l'essentiel, je vais rester sur la branche master. Bien évidemment, normalement, on fait une branche pour chacune des features qu'on a à faire. Mais pour rendre les choses simples, je vais rester sur la branche master, je vais faire mes commits dessus. Et on va être un peu plus rigoureux sur nos projets hors formation vidéo, bien sûr. Donc, ici, on fait un git status. On voit qu'on a tout ajouté. Git commit. Donc ici on va faire la création de notre commit. Init project. Deuxième message de mon commit. Add package. Alors package and implement entities with relation. Hop. With relations. Donc là, on va faire un git push origin master. Maintenant qu'on a versionné,
on va s'attaquer à une partie très intéressante, la partie fixture. Étant donné qu'on a un projet plutôt minimaliste et simple, pour aller à l'essentiel, je vais rester sur cette même classe où je vais pouvoir générer tout ce dont j'ai besoin. Donc, je vais avoir besoin de Faker Factory et de pouvoir dire Faker égale Factory Create. Hop. Ici, on va créer notre utilisateur. Donc, on va commencer par une belle petite boucle for. User égale 0. User inférieur à 10 pour avoir un maximum 10 utilisateurs. User plus plus. Ici, on va avoir un user égale new user. Hop, excusez-moi. Tant que j'y pense, en fait, à la création de notre utilisateur, on va avoir besoin d'encoder notre mot de passe. Sinon, on va rajouter dans password le mot de passe en clair. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à notre constructeur. On va lui injecter une interface qui s'appelle user password encodeur interface, comme son nom l'indique. C'est parfait. Hop, on initialise une variable, on enlève le PHP code puisqu'on a ici le typage. Et donc, password h égale notre encodeur, du coup. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va encoder notre password. Pour quel objet? Notre user. Et ici, on va lui passer notre mot de passe h. On va rester simple et efficace. Password. Donc je retourne sur mon utilisateur. Je vais faire cet email. On va utiliser Faker. Je l'ai appelé Fake, bon c'est pas grave. C'est tout aussi efficace. Donc email. Là il va nous générer notre email. Alors, pour petite explication, pourquoi je ne fais pas user encore flèche set password par exemple, c'est qu'ici en fait à chaque fois qu'on a généré nos méthodes, on a fait un return this, ce qui nous permet de chaîner les appels à nos méthodes. Alors, ici, on fait un set password, et là on va lui passer notre password hash, et puis ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Et ici, une fois qu'on a créé notre utilisateur, on a besoin de créer les articles. Donc on va devoir faire à peu près la même chose. Donc notre boucle for avec un article inférieur, enfin article on initialise à 0. On va y arriver. Article ici inférieur à random. Excusez-moi, c'est sûr, si je ne l'écris pas convenablement, je ne risque pas de le retrouver. Alors ici, on va mettre 5, allez, et 20, plutôt 15. Ici, on va avoir notre article plus plus. Alors j'ai oublié, juste au-dessus, un élément super important, c'est notre manager, et de lui dire qu'on souhaite persister notre objet user. Sinon on n'a pas d'utilisateur en base de données et du coup on a un petit problème lorsqu'on va créer nos articles et qu'on le lira à les lira plutôt à notre utilisateur. Donc ici on va faire article égal, et là par contre ce que je vais faire c'est directement new article, et de pouvoir, cette façon d'écrire nous permet de faire un chaînage rapide sur nos attributs. Donc on va faire un set auteur, allez, on vient de le créer donc autant l'utiliser tout de suite. Hop.
set content. Là on va faire un fake nombre de caractères. Allez, on va partir sur du 300. Et set name. Hop. Ici on va faire un coup de fake aussi. Texte, et ici on va dire 50. Ça me semble pas mal du tout. On va faire un appel à notre manager. On persiste notre article. Et à la fin, on fait bien attention qu'on a notre manager flush. Sinon, on n'en sert rien, absolument rien en base de données. Retournons dans notre terminal. On va faire un coup de bin console doctrine. Et là, on va lister l'ensemble des commandes liées à doctrine. Et ici, on voit que le dernier élément nous intéresse pas mal. Fixtures load. Là, il va nous demander est-ce qu'on souhaite purger la base. La base est vide, donc automatiquement, on ne purge rien. Et par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller vérifier si on a bien inséré dans notre base de données. Donc ici, on voit qu'on a notre auteur et un ensemble d'éléments et d'articles générés. Utilisateur pareil, avec des superbes adresses email. Une fois ceci terminé, je vous montre notre interface d'API, notre Swagger. Ça ne contient aucune ressource, aucun endpoint de disponible. C'est normal. On va aller sur notre entité user. On va lui ajouter alors hop, API ressources. Juste avec cette annotation, regardez la puissance d'API Platform. En actualisant, on a nos différents endpoints. On va aller faire la même chose côté article. On va rajouter notre API aux ressources. Et ici, on va voir apparaître notre user et notre article. Parfait, que demander de plus? Alors on va versionner notre code. On va faire un git diff de notre src entity article. Donc on voit qu'on a juste simplement ajouté ceci. On va faire un git add src entity article. On va faire pareil avec user. On voit qu'on a fait que cette modification. Donc on va faire un git add user. Vous savez quoi, on va faire un git commit -m de add API platform annotation. Ici on fait un git log, donc on voit première, deuxième, et là on va faire un git diff de notre src data fixture. Donc ici on voit qu'on a modifié tout cet élément là, qu'il est fonctionnel. Un git add du coup et ici on va faire un git commit -m add implement fixtures logique git push origin master. Ceci clôture notre vidéo. Je vous invite sur notre prochaine vidéo. Je vous remercie.